allons, comme dit l'adage, l'histoire éclaire le droit comme le droit éclaire l'histoire. Et nous poursuivons donc cette soirée en compagnie de Madame Anne-Marie Cocula, qu'on ne présente plus ici à la Nuit du droit, ancienne doyenne de la faculté des sciences de lettres et des sciences humaines à Bordeaux, ancienne conseillère régionale et présidente de Malagar, qui va répondre à la question de savoir et si Martin Guerre revenait aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir saluer Anne-Marie Cocula. Bonsoir Madame Cocula. Bonsoir. Je vous en prie, c'est à vous. Bien, il devrait y avoir, avant que ne débute la conférence, une citation. Voilà. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par la figure numéro 2 avec la citation. Parfait. Voilà. Merci. Donc, je vous lis cette citation qui est une citation de Montaigne, qui est contemporain de l'affaire Martin Guerre et qui a peut-être assisté à son procès, mais ça n'est pas sûr. Et je cite, « Je vis en mon enfance un procès que Corras, conseiller de Toulouse, conseiller au Parlement de Toulouse, fit imprimer d'un accident étrange de deux hommes qui se présentaient l'un pour l'autre. Il me souvient, et ne me souvient aussi d'autre chose, qu'il me sembla avoir rendu l'imposture de celui qu'il jugea coupable si merveilleuse et excédant de si loin notre connaissance et la sienne, qui était juge, que je trouvais beaucoup de hardiesse à l'arrêt qu'il avait condamné à être pendu. » Donc, vous connaissez la fin de ce procès. En tout cas, vous connaissez la sentence. Alors, nous sommes dans les années du milieu du XVIe siècle. Nous sommes exactement en 1560. Il n'est pas certain que Montaigne ait assisté au procès qui s'est déroulé en partie à Toulouse, mais lorsqu'il dit « je vis en mon enfance », il est bien loin de l'enfance parce qu'il a déjà 27 ans. Et c'est toujours un peu la façon de Montaigne de semer quelques, je dirais, bizarreries dans son texte. Alors, de quoi s'agit-il? Et je pense que le débat illustre, le récit illustre le débat de ce soir. Eh bien, en 1559, Martin Guerre, qui était un paysan, artisan, qui habitait dans l'Ariège, à côté de la ville de Foix, va porter plainte, nous sommes en 1559, il va porter plainte contre un nommé Arnaud Dutil, et il lui reproche d'avoir usurpé son identité pendant 3 ans. C'est-à-dire, il reproche à Arnaud Dutil d'avoir été Martin Guerre pendant 3 ans, de 1556 à 1559. Alors s'enchaînent des procès très rapides qui se terminent par un appel par le Parlement de Toulouse, la Cour de justice supérieure en quelque sorte. Et Dutil est condamné à mort le 12 septembre 1560 et il est pendu 4 jours plus tard, le 16 septembre, dans le village de celui dont il a usurpé l'identité, et on a même poussé le raffinement à le pendre sur un arbre qui est tout proche de sa maison, donc de son ex-maison. Tout est allé très vite et très tôt, donc la justice est mobilisée en appel au Parlement. Alors on va remonter dans le temps si vous le voulez bien, parce que ce Martin Guerre qui va gagner le procès et faire condamner Dutil, le nommé Arnaud Dutil, qui était le plaignant, était né en 1524, donc plus de 30 ans auparavant, à Hendaye. Hendaye que vous connaissez, ville que vous connaissez. Et de là, en 1527, ses parents, qui étaient artisans fabricants des tuiles et des briques, ont quitté Hendaye et ils se sont installés dans l'Ariège, dans le village dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Parmi les garçons, il y avait Martin Guerre. Notre Martin Guerre, donc jeune, à 14 ou 15 ans, va épouser Bertrande de Rolls, une jeune fille à peu près de son âge, sans doute plus riche que lui.
Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1546, qu'ils auront un fils. Et ce fils, finalement, qu'ils ont très longtemps attendu, a semé l'idée que finalement, soit leur couple était infertile, soit qu'il était ensorcelé. Ils ont appelé cet enfant d'un nom basque Sanchi, S-A-N-X-I, Sanchi, comme son grand-père paternel. Or, 2 ans plus tard, donc Martin Guerre, le vrai, accusé de vol par sa famille, il part et il abandonne sa femme et son fils. Et on n'entend plus parler de lui. Un peu plus tard, en 1556, donc arrive dans son village quelqu'un qui se fait passer pour Martin Guerre, donc si vous voulez le vrai faux Martin Guerre, tellement informé du passé du vrai Martin Guerre qu'il va prendre sa place au village. Il est redevenu Martin Guerre. Il reprend sa place au village, il reprend sa place dans son foyer et pendant 3 ans, Bertrande et lui auront 2 filles dont l'une va survivre. Voilà. Alors rapidement, le vrai faux Martin Guerre se prend au jeu, il est intéressé, il réclame la part de l'héritage de son père, qui n'est pas son père, mais personne ne le sait, la part de l'héritage de son père, il engage des poursuites, et ça il n'aurait pas dû à mon avis, devant le juge, contre son oncle qui s'appelle Pierre Guerre, qui était chargé d'administrer ses biens en son absence, après sa fuite. Or, Pierre Guerre est devenu entre-temps son beau-père puisqu'il s'est marié avec la mère de Bertrande, son épouse. Donc, autant d'exigences ont ravivé les soupçons de Pierre Guerre envers ce neveu, et il a sondé ce neveu. Il s'est rendu compte qu'il ne pratiquait pas l'escrime, alors que l'autre, le vrai, pratiquait l'escrime, et surtout, et ça nous intéresse aujourd'hui, que le fils, Sanxi, dont je vous ai parlé, ne ressemblait pas du tout à son père. Donc la famille commence à se diviser, et elle se divise en 2 blocs. Un qui croit que le faux Martin Guerre est vrai, et l'autre qui pense que le faux Martin Guerre est vraiment fou. Et à partir de ce moment-là, finalement, la guerre des clans familiaux s'intensifie, et voilà que, en 1558, donc juste après, un soldat passe dans le village et répand dans le village la nouvelle que le vrai Martin Guerre, celui qui est parti de chez lui après avoir volé les siens, est quelqu'un qui a été blessé à la guerre, qu'il a perdu une jambe, et que cette jambe, il l'a perdue lors d'une fameuse bataille, qui est la bataille de Saint-Quentin, une ville du nord de la France, où, c'est important, le 10 août 1557, qui est le jour de la Saint-Laurent, l'armée espagnole du roi Philippe II a vaincu l'armée du roi de France, Henri II. C'est un terrible désastre français, et cette victoire espagnole explique la décision du roi d'Espagne, Philippe II, qui fait construire son palais de l'Escorial, de lui donner le plan d'une architecture en forme de grille, en référence finalement au martyr de Saint-Laurent. Donc voilà que ce soldat a en quelque sorte accrédité l'idée que le Martin Guerre nouveau n'était pas vrai. Et à partir de ce moment-là, l'oncle dubitatif engage un procès en usurpation du lit conjugal contre le vrai faux Martin Guerre. Premier procès, le vrai faux Martin Guerre est acquitté. Il se défend et il prétend bien qu'il est marié à Bertrande depuis le début, etc. Alors, l'oncle Pierre Guerre, dont je vous ai parlé, enquête sans relâche et finit, allant d'un village à l'autre, à découvrir que son neveu est bien son faux neveu, qu'il s'agit de Arnaud Dutil, et que ce Arnaud Dutil, qui habite à proximité, a sûrement
tenu compagnie au vrai Martin Guerre et que le vrai Martin Guerre lui a confié des détails très précis, j'ose même dire très intimes. Alors il va y avoir un procès localement, on va convoquer 150 témoins, des gens du village, dont les témoignages divergent. Il y en a qui disent c'est le vrai, d'autres qui disent c'est le faux, et il y en a qui disent ben on ne sait pas. Voilà. Alors, simplement, ce qui m'a intéressé, c'est que ceux qui accusent de l'usurpation disent c'est pas possible, il ne ressemble pas à son fils, ou son fils ne lui ressemble pas. Et par contre, ils regardent donc les sœurs du vrai Martin Guerre, et ils disent par contre il ressemble à ses tantes, mais il ne ressemble pas du tout à ce père qui n'est peut-être pas le sien. Alors à la fin de ce procès local, le vrai faux Martin Guerre, l'usurpateur, est reconnu coupable d'usurpation, d'abus de confiance à l'égard de son épouse. Tous deux sont arrêtés, lui pour parjure, elle pour adultère. Dans sa fuite en avant, risquant tout, Arnaud Dutil fait appel au Parlement de Toulouse. Et là, c'est l'instance suprême, c'est la cour d'appel. Coup de théâtre au Parlement de Toulouse. Donc nous sommes en janvier, pendant l'année 1560, de janvier à septembre. Donc, il est jugé, ils sont jugés, le couple est jugé par ce qu'on appelle la chambre criminelle, c'est-à-dire composée de conseillers du Parlement choisis en petit nombre, et cette chambre criminelle, elle existe dans tous les parlements, on l'appelle la tournelle. La tournelle, non pas parce que c'est une tour, mais parce que les magistrats tournent. Ce ne sont pas les mêmes qui participent à la chambre criminelle. Et c'est la chambre criminelle qui instruit le procès. Elle est composée de 11 conseillers, de 3 présidents. 11 conseillers, 3 présidents, tous conseillers au Parlement de Toulouse. Rien ne prouve, je vous l'ai déjà dit, que Montaigne se soit déplacé. Il s'est contenté, on va regarder la deuxième diapo, de lire le rapport, la prochaine figure, de... On l'attend. Voilà. Il s'est contenté de lire le rapport alors de Jean de Corras. Alors regardez bien, c'est arrêt mémorable du Parlement de Toulouse, une histoire prodigieuse de notre temps, entre 111 belles doctes, annotations dans les hausses, etc. Et voilà finalement pas le délibéré, mais le récit de ce procès. Alors là, ces 3 présidents, je vous donne leurs noms parce qu'ils sont importants pour la fin. Il y a Jean de Manzencal, le premier président. Il y a le 3e président, Michel Dufort. Et il y a le président entre les deux, le second, qui est Jean de Corras. Alors, à nouveau, on fait venir 30 témoins qui continuent de dire c'est lui, c'est pas lui. Et qui sont en quelque sorte en confrontation. Et Jean de Corras, qui est quelqu'un d'intelligent, un juriste très réputé, qui a fait ses études dans plusieurs villes, plusieurs universités italiennes, lui, il va oser plaider pour le fait que ce vrai faux Martin Guerre ne peut pas être un usurpateur parce qu'il sait trop de choses. Sa mémoire est trop bien instruite. Et puis en fait, sa femme lui est fidèle. Donc elle doit voir les choses justes, elle est sincère. Et puis ils ont fait tellement de confidences sur leur intimité qu'il n'est pas possible qu'il soit un usurpateur. Et c'est alors au Parlement de Toulouse que se produit un coup de théâtre qui ruine la plaidoirie de Jean de Corras. L'arrivée au tribunal, traînant une jambe de bois, du vrai Martin Guerre, en provenance d'un hôpital dont on l'a sorti. Alors il est arrivé là, grâce à l'entremise d'une haute protection judiciaire, qui l'a ramené en France, alors qu'il s'était réfugié en Espagne, parce qu'il avait combattu pendant la guerre dont je vous ai parlé, aux côtés des ennemis du roi de France, aux côtés du roi d'Espagne. Donc on lui a fait miroiter un pardon, assorti d'un retour à la maison vers sa femme, et il est rentré. Et c'est à ce moment-là que
durant cette année 1560, au Parlement de Toulouse, s'affrontent le vrai et le faux Martinguer, face à face. Une confrontation très longue, très dure, et finalement, les témoins trouvent que le vrai faux, finalement, se défend mieux que le vrai. Mais, ses proches l'ont reconnu. Et il y a un grand moment d'émotion lorsque Bertrande, son épouse, tombe à genoux devant lui pour se faire pardonner. Mais il ne pardonne pas. Sans doute, c'est la raison pour laquelle le vrai faux Martinguer, ayant avoué son usurpation, va supplier le vrai Martinguer de ne pas se venger sur Bertrande, cette épouse qu'ils ont partagée. À l'issue du procès, Bertrande est acquittée, sa fille sera légitimée, la fille qu'elle a eue avec le vrai faux Martinguer. Aujourd'hui, bien évidemment, et là je réponds, je pense au sujet, il aurait suffi de l'ADN du jeune Sanxi pour confondre Drey le Drépas, le vrai faux Martinguer. Mais vous n'auriez pas eu un récit comme celui-là. Ça n'est pas fini. Mortelle revanche. Jean de Coras, dont je vous ai parlé, qui vit de 1515, année de Marignan, à 1572, juriste réputé, grand professeur, fin connaisseur de l'Italie, des cités, des universités italiennes, s'est fait prendre au piège, finalement, de ses collègues, de ses deux collègues présidents. Parce que Jean de Coras, à l'époque dont je vous parle, qui est celle du début des guerres de religion, est protestant. Et les deux autres présidents du Parlement sont catholiques. Et donc, finalement, Jean de Coras envisageait, si tout s'était bien passé, de se présenter comme député aux États généraux qui étaient convoqués pour tenter de trouver une solution à l'affrontement religieux entre protestants et catholiques. Dès lors, en quelque sorte, finalement, on lui a mis ce procès un peu comme un piège en récupérant, la façon dont je vous l'ai dit, le vrai Martinguer. Donc cet arrêt magnifique dans la défense, dans le plaidoyer, fut un échec à cause de l'effet de surprise dont je vous ai parlé. Ben, ça n'est pas tout à fait fini pour Jean de Coras, c'est par là que je vais pourtant terminer mon récit. Le 4 octobre 1572, un peu plus d'un mois après la Saint-Barthélemy de Paris, 24 août 1572, donc le 4 octobre, regardez quand même la date, hein, 4 octobre 1572, c'est pas aujourd'hui, 1572, le magistrat Jean de Coras est emprisonné depuis quelques jours, il est protestant, on va le revêtir de sa longue robe rouge ornée d'hermine, de conseiller du roi, et on va le pendre à l'ormeau, ce grand arbre qui se trouvait en face du palais du Parlement, en même temps que deux de ses collègues, eux aussi protestants. Une raison de plus de ne pas confondre le passé avec un âge d'or. Je vous remercie. Ah oui, on va regarder, on revient voilà, je voulais apporter la belle signature, voilà la signature de Jean de Coras. Alors vous la devinez, vous la regardez, au procès Martinguer, et je vous remercie. Belle signature. Merci beaucoup pour cette conférence absolument passionnante. Est-ce qu'il y a des questions à Madame Cocula dans la salle? Ah oui, n'hésitez pas. Je n'étais pas au procès quand même, je préfère le dire. D'emblée. Il y a eu un film. Il y a eu un film qui a été tourné... avec Depardieu. Oui, et Nathalie Baye, Le Retour de Martinguer. Mais le film, c'est le retour de Martinguer. Ça n'est pas, en quelque sorte, la remontée dans le temps que nous avons fait. Voilà. Donc, si vous avez envie de le voir, regardez ce film. Il a été bien tourné et il est fidèle, finalement, aux circonstances.